On va peut-être commencer du coup. Merci à tous d'être venus. On avait peur de manquer de chaises, on a dû en sortir quelques-unes, mais je pense que ça va se finir. Ça va se remplir encore un peu après. Peut-être pour commencer, je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous présenter un peu le lieu et qu'est-ce que le collectif Feu essaie de faire ici. Je vais déjà peut-être commencer aussi sur comment ça va se dérouler cet après-midi. Donc il y aura 3 temps différents. Donc on va commencer là avec une table ronde avec plusieurs intervenants, plusieurs invités, des artistes, des chercheurs qui vont nous parler de leurs expériences de combat et de lutte et de la place de leur création dans ces différents contextes de crise. Ensuite, à 17h, Laurent Devez, philosophe et directeur de l'ISBA, de l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, fera une conférence sur Gustave Courbet et son rôle dans la Commune de Paris. Et nous terminerons par la projection d'un film fait par Sarah Lou Bertolo-Fogel, qui s'appelle Enquête sur la colère et le courage. Ça, c'est à 18h30. Donc là, pour ceux qui ne sont pas encore venus, nous sommes le collectif Feu, dont les membres sont Thomas Perrin, Mélissa Thier, Martin Lavigne, qui n'est pas là mais qui va arriver tout à l'heure, et moi-même. Donc on est un collectif de 4 artistes. On a commencé en juin dernier par une première exposition. Et nous essayons donc d'organiser très régulièrement des expositions assez le plus engagées possible. Juste, je vais placer 2-3 mots aussi sur le financement de ce projet-ci. Pour l'instant, nous ne bénéficions pas encore de subventions. Donc, il est vrai que tous les frais qui sont liés à la location de notre espace, aux dépenses faites pour les montages d'expositions sortent un peu de notre poche. Et donc, entre-temps, nous avons mis en place une petite page Patreon, qui est en fait une plateforme internet de soutien, de dons. Et donc, vous pouvez... en fait, l'idée, c'est que les personnes qui sont intéressées peuvent donner entre 1 euro par mois et 1 million d'euros par mois, selon vos moyens. Les moyens. Si vous touchez l'ISF, qui n'existe plus. Et donc, derrière vous, vous avez une table avec du café, du thé, de l'eau, en libre service. Et il y a aussi une petite cagnotte si ça vous intéresse de nous soutenir. On va commencer par la table ronde. Donc, on a 4 intervenants, intervenantes qui sont la plupart des artistes et des chercheurs. Un petit détail, il y a Erika Slova, qui est une artiste de Brésil, qui ne parle pas français, donc moi je ferai la traduction en anglais en live. Donc voilà, il y a ça de plus. On va peut-être commencer par vous présenter les différents intervenants. Je crois que Denis qui a la droite, peut-être commencer par présenter ton travail, ton parcours, et puis peut-être comment est-ce que tu as pu t'inscrire dans ce genre de questions sur le rôle de l'art dans les artistes. D'accord. Alors, moi actuellement je suis professeur contractuel en philosophie. J'alterne entre 2 lycées, là, à Valentinier et puis à Pontarlier. J'habite à Besançon, je viens du Jura. Et puis, donc, en fait, dans mon parcours, j'ai fait des études d'ingénieur au départ, et puis ensuite, je travaillais 2 ans dans l'industrie. Puis je me suis dirigé vers la philosophie et j'ai fait une thèse que j'ai soutenue, j'ai étudié en partie ici à... peut-être qu'il faut couper, tu me dis si, pour la traduction, non une partie donc à l'université de Franche-Comté, puis je l'ai soutenue à Paris 8 en fait. Voilà, alors ensuite, je dirais, moi j'ai toujours été sensible dans les mouvements politiques, au moins depuis le CPE. Parce que je pense que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont été présents aussi. À Besançon, ça a beaucoup bougé à ce moment-là. Pour moi, c'est peut-être l'une des rares victoires sociales récentes. Et puis après, je dirais que il y a eu plusieurs étapes, mais jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, moi actuellement je travaille un petit peu, je réfléchis dans mes derniers textes sur ce que j'appelle la structure fascisante du néolibéralisme en fait.
Structure fascisante, je ne veux pas dire fascisme, parce qu'évidemment il faut y aller prudemment avec ces mots, mais structure fascisante, pour des raisons que j'ai peut-être pas le temps de développer ici, mais je m'appuie sur les travaux de Bourdieu, notamment, sa définition du néolibéralisme. En gros, c'est la destruction du collectif et l'instauration d'un ordre dans lequel on assiste à la guerre de tous contre tous. Il appelle ça un monde darwinien de la lutte de tous contre tous. Ça, c'est vraiment la définition que donne Bourdieu. Moi, elle me paraît toujours pertinente. Et puis, à mon sens, elle s'aggrave, cette situation, par étapes, depuis au moins une vingtaine d'années. Moi, je suis né en 76. Ça signifie que je n'ai jamais entendu de ma vie qu'un seul discours, c'est le discours de la crise. Et nous sommes un certain nombre de notre génération à ne pas supporter ça et à ne pas y croire surtout. Alors on y reviendra peut-être, mais je pense qu'on peut dire deux choses. Soit la crise, c'est le capitalisme lui-même en tant que tel, structurellement, qui est une crise et qui va s'effondrer. Et puis, deuxièmement, c'est aussi, n'oublions pas quand on utilise ce mot, qu'il sert complètement le système capitaliste et c'est une manière d'effondrer les gens et de les rendre déprimés. Et on a oublié, je pense, ma génération, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a oublié qu'il y a toujours une lumière à la sortie du tunnel, qu'il y a toujours des alternatives possibles, qu'elles sont juste à construire. Pour moi, les derniers mouvements qui ont eu lieu, dont les Gilets jaunes, mais il y en a eu avant, Nuit debout, la lutte contre la loi travail, et puis partout dans le monde, je pense que les collègues pourront mieux en parler que moi. Moi, je m'intéresse à ce que je connais, mais eh bien, ils nous montrent que quand même, l'espoir est possible, quoi, qu'on ne va pas croire que le capitalisme est une fatalité. C'est faux historiquement, c'est faux sur tous les plans. Alors, moi, je suis parti quand même de ma thèse au départ. Bien sûr, je viens du monde industriel et je ne vais pas développer ça maintenant, mais c'est quand même au départ une position critique. Pour moi, la philosophie, c'est la critique, c'est d'abord l'autocritique aussi. Et ça m'a permis de faire une critique un peu du système. Et ma thèse, au départ, que j'ai faite il y a 10 ans maintenant, c'est une analyse de ce qu'on appelle la dépression. Alors, vous voyez, aujourd'hui, le burn-out, on en parle partout. Il y a le cas des suicides. Christine Renon, dont j'ai donné le texte ici, qui est cette directrice d'école qui s'est suicidée avec un texte tout à fait lucide. C'est pas des délires, c'est des suicides parfaitement lucides qui montrent qu'on atteint des souffrances extrêmes de la part de gens très bien qui font leur travail et qui sont passionnés, et que ça, on ne peut pas l'accepter. Donc j'ai commencé à étudier ça sur le plan social, psychologique, c'est plutôt psychanalytique, je m'intéresse à la psychodynamique du travail, et puis philosophique, c'est-à-dire comment on peut penser la question du sujet aujourd'hui. Il y a 10 ans, donc j'écrivais cette thèse sur en fait, la dépression comme quelque chose qui est généré par les sociétés de la performance, le culte de la performance, pour reprendre le mot de Alain Render, un sociologue. Et puis, je prenais comme point de résistance, ou comme modèle de résistance, l'art. Donc l'art comme l'art qui résiste, je dirais structurellement, à la destruction de nos sociétés. Voilà. On aura le temps peut-être pour débuter parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Méliane, tu peux continuer, présenter ton travail, toi, parce que tu es artiste plasticienne. Oui, alors moi j'ai fait mes études ici dans Beaux-Arts de Besançon, mais j'habite à Marseille en ce moment. Et mon travail il se base sur tous les mécanismes de domination que subissent les classes populaires. Du genre le fait d'être toujours dans des engrenages de systèmes qui nous oppressent et qui nous empêchent de mener à bien nos vies. Je travaille souvent avec des lieux qui sont souvent des lieux dans des périphéries, des magasins de hard discount, des endroits qui sont là pour vous aider quand vous êtes un cas social. Et j'essaye, mais je n'y arrive pas, de rendre ces modèles-là, d'inverser ces modèles-là qui sont des modèles de domination et d'en faire quelque chose qui pourrait être une force pour celui qui au moins sait qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça.
Donc je travaille beaucoup avec des objets, des installations. Et enfin, on en parlera plus tard, mais ça ne me suffit plus du tout. Là, ces derniers temps, j'ai arrêté de produire et la seule chose que j'ai produit, c'est que j'ai écrit un livre sur la poésie qui se dégage de témoignages de femmes de ménage et de gens qui sont dans toutes les administrations françaises, qui galèrent à ne serait-ce qu'avoir juste de quoi finir le mois. Et ça m'intéresse un peu plus aujourd'hui d'écrire et de faire des textes que de créer des objets. Et en parallèle à ça, je suis dans beaucoup d'actions en ce moment qui me paraissent urgentes en fait et qui font que je mets mon travail de côté, notamment avec les réfugiés, dans tout ce qui est aussi sur le mal logement, l'insalubrité des logements à Marseille. Et voilà. Toi, Fabien, du coup, tu es réalisateur de documentaires. Et alors, justement, Mégane en parlait, mais la crise des réfugiés, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Et comment est-ce qu'elle est gérée? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce travail? Moi, j'ai commencé à faire des documentaires il y a 5 ans, c'est un peu par hasard. Je suis parti en Suède, en fait, au départ. Je suis tombé sur la problématique, la confrontation culturelle entre le nord et le sud de la Suède. Avec une inversion complète au niveau de la démographie, avec un territoire, par exemple, je résume ça vite fait, mais, sur 10% du territoire, on a une condensation de 90% de la population. Sur 90% du reste du territoire, on avait 10% de la population, dont en fait une population autochtone qu'on appelle les Samis, qui est une ancienne population et qui continue aujourd'hui à se battre pour la reconnaissance de leur culture et de leurs droits. Puisque la Suède, comme la France, sont des pays qui n'ont pas signé les traités ILO 169. Donc c'est toutes des choses sur lesquelles je suis tombé un peu par hasard, parce que je sortais de l'école des Beaux-Arts de Besançon. Et je faisais plus de la vidéo ou de la fiction. Et en fait, en partant dans cette recherche, je suis tombé vraiment amoureux du principe du documentaire. Et aussi je suis tombé vraiment dans ces combats des personnes qui manifestaient au nord de la Suède, complètement inattendus, inconnus. En fait, c'est la première fois que j'en entendais parler. Et beaucoup de gens, même en Suède, quand je demandais au sud à des Suédois, en fait, s'ils connaissaient le peuple sami, peut-être 8 personnes sur 10 n'avaient même pas conscience de ce qui se passait. Et après ça, effectivement, j'ai travaillé pendant 2 ans avec SOS Méditerranée. Quand un ami m'a appelé en 2015 et m'a dit on va lancer une ONG et on a besoin d'une vidéo pour lancer cette ONG. Et comme je faisais de la vidéo, il m'a dit on a 5 jours, il faut faire ça. Et en fait, ça a donné naissance après à SOS Méditerranée. Donc j'ai eu l'occasion d'aller à bord du bateau l'Aquarius pendant plusieurs semaines, tourner un documentaire sur l'activité. Et là, pour moi, c'est devenu de plus en plus essentiel en tant qu'artiste en fait, d'inclure ces questionnements-là qui au départ n'étaient pas du tout les miens. C'est vraiment, je suis tombé dedans au fur et à mesure. Ou alors, c'est des hasards la plupart du temps, mais qui font que c'est devenu prépondérant dans mon imaginaire et dans l'imagerie que j'ai, en fait, que je travaille. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec SOS Méditerranée, puis ensuite je suis parti au Brésil l'année dernière pour faire un film sur la crise des réfugiés vénézuéliens et l'accueil des réfugiés vénézuéliens au Brésil. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui souhaiteraient le voir, d'ailleurs, il sera projeté au Cursal à Besançon le 27 novembre. C'est un festival de cinéma d'Amérique latine. Donc j'aurai l'occasion de vous présenter et d'en parler plus profondément de ce sujet-là. Voilà, moi sur l'invitation, voilà, je suis là pour écouter avec vous, c'est cool. Parce que je ne suis pas militant non plus. Non, mais bon, tu t'étais engagé aussi sur certains mouvements sociaux et tout. Ouais. Puis pour revenir au CPE, puisque par exemple, moi, c'est vrai que c'est peut-être à mon âge la première fois où j'ai été confronté à des revendications, on va dire, sociales. Et à l'époque, en plus, c'est marrant, parce que quand tu étais ingénieur, moi, j'étais en fac de droit. Ouais. Donc il a fait un renversement aussi du... I'm Erika, I'm from Brazil, I live in Curitiba, and I'm an artist there, performer, and I'm also participating in the exhibition with Brutus Collective. I joined a collective with another 4 girls for art for women,
And I'm really interested to understand how the collectivity and how the work between others can really transform something. And I recognize the collective as a really powerful strategy to try to survive in the middle of the capitalist system and to fight. And we are, as a group, we understand each other as feminists and we work together in this topic a lot, and also related to sexuality issues and questions. As a performer, I work. I understand sorry, my English is. But really, I'm really interested in questions of how we embody ways of living and inside of the capitalist system, and how the relation of work creates in our body how we daily perform this work. And Donc ouais, l'idée de créer cette table ronde, en fait, c'était de réfléchir sur une interrogation qu'on a tous eue, je crois, notamment avec beaucoup d'amis sur la crise des Gilets jaunes. C'est comment est-ce qu'on s'applique dans un mouvement, comment est-ce qu'on milite et comment est-ce que dans le même temps on peut réussir à produire sur ces questions-là. C'est l'interrogation qu'on avait eue, et puis dont j'en parlais tout à l'heure, sur l'art comme une force de contestation, en tout cas d'action contre ces mouvements de crise. Et oui, par exemple, toi, Mégane, comment est-ce que tu te places en fait sur cette question-là? Est-ce que la production s'arrête directement Moi, ma production elle s'est arrêtée en fait, parce que quand j'ai vu ce qui se passait dans nos rues, je me suis dit, pourquoi je devrais... Enfin, il y avait une urgence, et pour moi, l'heure, c'était pas suffisant. Enfin, c'était pas assez, et ça l'est... Et dans beaucoup de situations aujourd'hui, pour moi, l'heure, c'est pas assez. Quand il y a une situation de crise, mais c'est pire qu'une crise. Tout le monde voyait ce qui se passait, et moi, je pouvais plus continuer. J'en avais pas l'intérêt, et j'ai trouvé une autre nourriture qui était dans le militantisme et dans voir d'autres gens aussi et parler d'autres choses. Mais ça m'a pas manqué. J'ai créé autrement, mais pour moi, c'est pas de l'art. C'est pas de l'art comme j'ai fait avant. Il y a une espèce de fissure qui fait que je peux plus faire ce que je faisais avant. Enfin, pas tout de suite et pendant longtemps, je pense, parce que c'est pas fini, malheureusement. Le travail d'écriture, du coup, il arrive pendant longtemps. Il arrive avant et j'arrête le jour où j'ai fait ma première manif de Gilets jaunes, j'ai plus pu écrire après. En fait, j'ai fini mon livre en août, là. Et j'ai écrit une page, en fait. Juste une espèce d'épilogue, c'est ça qu'on dit. Un épilogue juste pour dire pourquoi j'ai arrêté. Et voilà, j'ai pas pu continuer à écrire. C'est ce que je vivais en vrai. Ça prenait tellement d'énergie, c'était tellement gros et important de le faire que ma pratique elle passait après en fait. C'est-à-dire, je sais pas ce que tu en penses de nous par exemple, est-ce que c'est pas un truc un peu de mise à l'écart de l'artiste ou quoi, quand tu s'engages dans ce mouvement-là? Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, quand on est impliqué dans un mouvement, en fait, on a l'impression que la création artistique, elle est presque impuissante, tellement la misère est forte, quoi. Et ce que vous dites, en fait, moi, je le ressens d'une autre manière en tant que prof au lycée, en fait. Je sens une misère sociale tellement forte que, effectivement, j'ai la même sensation que moi non plus, j'ai pas le temps pour créer artistiquement. Je suis happé par le travail que j'adore, parce que je ne vois pas comment on peut faire ce travail sans l'adorer. Mais c'est quelque chose qui prend... Alors, je ne me vis pas comme militant, évidemment, parce que je suis dans une salle de cours, mais en quelque part, c'est du travail de militant social, je dirais, si on peut le dire comme ça, parce que surtout la philosophie, où on est confronté à la parole, à la discussion, au sujet difficile,
moi je suis dans certains, enfin Valentinier, c'est quand même des régions assez difficiles socialement, et il y a tout à faire en fait. Et donc ce que tu dis, enfin, je le vis à ce niveau-là, et je partage ton sentiment. Peut-être parfois où on a l'impression, je sais pas comment dire aussi, hein, que le geste artistique, en tout cas tel qu'on le conçoit de manière un peu romantique, il est presque un peu, comment dire, il faut pouvoir se le permettre dans la vie. Et quand on est vraiment face à la détresse, on n'a même plus ce luxe-là. Moi, j'ai pas ce luxe-là. J'aime écrire, j'aime peindre, je suis peintre aussi. Et je peux dire que je n'ai pas le temps parce que je suis happé psychiquement par mon travail. Et j'aime ça, mais c'est un vrai problème. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Ouais, faut intervenir dedans. Oui. Bien sûr. Oui. Voilà, donc je suis Stéphane Salvador, je suis artiste peintre depuis une trentaine d'années. J'ai fait l'école d'art en amont et je suis précaire aussi puisque j'ai un travail alimentaire, comme millions de peintres en France. Donc j'ai un travail alimentaire occasionnel. Je suis en CDD, en CDI, en intérim. Alors, ce qui est étonnant quand je prends un peu de distance par rapport. Je suis militant à la France Insoumise. Donc, ce qui est étonnant quand j'entends tout ça, c'est que dans le monde de l'art, entre guillemets, la lutte des classes, elle est assez marxiste. Donc, quelque part, le parallèle entre la précarité qu'on nous impose dans ce pays et qui s'installe de plus en plus, et le monde de l'art dans lequel on évolue, c'est que le combat est le même en fait. Oui. C'est ça qui est quand même étonnant. Moi je vois bien dans le monde de l'art, la vie est assez belle. Oui. Les pognons s'en sortent 100 fois mieux, 100 fois pas. C'est toujours pas. Et dans le militantisme, moi je retrouve ce que vous disiez aussi, une précarité, parce que le but du jeu, c'est d'aller sur le terrain, d'aller les gens. Et c'est vrai qu'il y a une misère sociale, une misère intellectuelle aussi, sans me prendre pour Dieu, c'est terrible. Et alors après, moi, j'ai jamais réussi, par contre, pour l'instant, à associer l'art et la lutte dans ce que j'écris, par rapport à ce que je vois comme militant. Donc, mais le parallèle qui est étonnant, c'est ça, c'est que dans le monde de l'art, cette lutte des classes, elle est vraiment. Oui, de toute façon, elle est transposable du milieu de l'art au milieu social. Donc il y a des choses il y a des choses effectivement à réfléchir, à voir, à faire pour essayer de changer un peu ces choses. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Merci de votre intervention. Toi, Fabien, du coup, Pour dire simplement, pour d'accord, en fait, simplement, reprendre ça différemment, c'est que quand on est artiste, je pense qu'on fait un choix d'être engagé, pas militant, mais engagé. Parce qu'effectivement, on a besoin de prendre une posture, en fait, en tant qu'artiste, on a une responsabilité. Quand on produit une œuvre, quand on va la donner à voir aussi, alors, je pense qu'on a une responsabilité, en tout cas, en tant que cinéaste ou réalisateur de film, on a une responsabilité quand on donne à voir un film, puisqu'on donne une interprétation du monde aussi. Et donc dans ce cas-là, c'est forcément politique, puisqu'on va analyser, donner un point de vue sur la façon dont on organise le monde autour de nous, donc comment on le voit. Et donc il y a un engagement intrinsèque en fait à la posture de l'artiste, je pense, pas forcément militante, et donc on peut séparer effectivement. Et je pense que c'est là où c'est difficile. Par exemple, moi j'ai pas filmé non plus du tout. Il n'y a pas un seul moment dans les manifs Gilets jaunes où je me suis dit je vais prendre ma caméra. Alors je sais pas si c'est parce que c'était trop proche de moi. Il est plus facile de regarder. Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas un seul moment où moi je me suis senti non plus la posture ou la capacité d'arriver avec mon outil sur ce mouvement-là. Enfin, je pense qu'il fallait. Un truc qui m'a bloqué aussi. Et c'était plus important pour moi d'être là et de participer avec les autres, plutôt que justement d'avoir ce recul de l'artiste. Peut-être que je ne l'avais pas encore. Je pense qu'il y a une question de recul aussi à avoir par rapport à cette posture. Il y a une situation qui est particulière, en plus toi comme vidéaste, tu as ce mur qui est la caméra, qui est à la fois qui te force à être proche de ce que tu filmes, et en même temps qui dresse cette barrière infranchissable.
que peut-être dans d'autres pratiques il n'y a pas, parce qu'il y a en fait le mur est plus loin. Tu prends même dans ton travail d'écriture ou dans un travail plastique qui pourrait être porté ou être incité par un mouvement social. Il y a en tout cas à un moment le fait que les temporalités au moins sont différentes, c'est-à-dire que tu ne vas pas sculpter ou peindre au milieu d'une manifestation, qui permet peut-être au moins d'avoir quelque chose, de produire quelque chose, et que toi tu n'as pas cette liberté-là, parce que forcément, filmer, tu dois être là. C'est, je pense, une difficulté en plus. Je sais pas, ça pourrait être vu dans l'autre sens aussi, je pense. Parce que, tu vois, ce qui est difficile, je pense, c'est, par exemple, je sais pas, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est de prendre parole, tu vois, en tant qu'artiste sur ce sujet-là. Et moi, avec la caméra, en tant que documentariste, il y a un truc qui est dans le sens inverse, c'est plus facile, c'est que je donne la parole aux autres. Donc, et finalement, c'est un peu comme de la sculpture, c'est-à-dire que je vais être là sur le moment, je vais leur donner la parole, et après, chez moi, au montage, j'ai un temps de montage où là, je fais de la sculpture, c'est-à-dire que je vais transformer l'ensemble. C'est une forme, un film, et voilà, ça va ensemble. Et effectivement, je pense que c'est à peu près la même chose pour quelqu'un qui va se confronter directement avec l'autre chose. Hein. Et en même temps, ça protège aussi la caméra. Enfin, plus. Moi. Oui, les casques presse ne protègent plus. I was thinking about something, Erika. When you are in Croatia and you make a stone and send it to Brazil, is it a way to touch a stone and bring it to Brazil? Parce qu'une des pièces qu'on montre dans l'exposition, c'est une pierre que Erika a gravée, sur laquelle est écrit comment matérialiser une conversation, et qui, dans le cadre de cette exposition, a un sens de pavé qu'on lance dans les moments de révolte. Plus généralement, Elle l'a fait en Croatie, elle l'a envoyé par la poste au Brésil. Donc la question, parce qu'elle est écrite en brésilien et justement adressée à une adresse au Brésil, est-ce que c'est une façon de lancer la pierre au Brésil? In this case, actually, it was inside of context. In this collective, we use the stone as a symbol, as history. Because when you have a stone, you have all the history behind. You know, it's there's body there, like real bodies, and from all kind of materials that were all connected and became a stone. And, so when we have this flag here, which is a phrase written on the stone, how to materialize a conversation. We understand the exchange, the talk, like we're doing here, is something that has a body. It's not only talk, but it's a body. It's heavy and it has history. So the only exchange and the own talk is the body and the work. And we understand this as a collective and to work together as a collective. So when I was sending the stone to them in Brazil, the meaning was, it was like a small stone, but I was thinking about this poetic thousands kilometers, that this small piece with the history, like from me, was going, to another continent, and that piece would carry like everything that was with me when in Croatia. So stone, it's not only it's politically more, I think, engages to the idea of working as a group. It's very important. And for me, art and political in my life is related totally in that. I'm never alone, and I can't do anything by myself. And to militants, you have to be like together, so you help each other. So, Ouais, et Fabien, je vais revenir sur toi, parce que toi, ça m'a rappelé un peu ça, cette idée de se renvoyer la pierre, ce genre de choses. C'est qu'il y avait une incompréhension pour toi de comment tu traitais
traiter le problème des réfugiés en France. Et il a fallu aller au Brésil pour trouver une réponse à ça. Non, Tu fais un sacré job. hein. Oui, ça, non, mais d'une certaine façon, mais comment aller chercher des réponses ou autres, bref, c'est. Je sais pas si tu peux. Oui, après, On change de discours, Ouais. on va sur une autre crise, mais comment Je suis pas répondre sûr que ce soit une Non, ça a à voir ensemble, bien évidemment. Bah, il y a un truc, si on parle des milliers de kilomètres, c'est vrai que. Voilà, pour expliquer peut-être, c'est que j'ai fait le premier film donc, qui s'appelle Exodus, qui était à bord de l'Aquarius, en mer Méditerranée, donc, qui est sur la crise des réfugiés en mer Méditerranée. Et 3 ans après, je suis allé faire un film donc, sur la crise des réfugiés au Venezuela, qui fuit au Brésil. Et effectivement, là, comme vous l'avez dit, c'est la même crise en réalité, c'est les raisons individuelles, c'est peut-être différent, mais il y a quelque chose qui le rejoint. Et donc la question de Claude, c'est pourquoi je crois, enfin ta question si je comprends bien, c'est pourquoi j'ai voulu aller au Venezuela, et qu'est-ce qu'il y a en réponse à celui-là? Ouais. Comment tu arrives à faire communiquer tout ça à travers une œuvre? À la base, je pense que c'est différent chez chacun, mais moi je pense que je fais des films parce que j'ai des questions, je me pose des questions et que j'essaie d'y répondre en y allant en fait, plutôt que justement. Et c'est peut-être là où est l'engagement aussi. Il y a aussi une part d'engagement, je pense, chez les artistes. Ceux qui vont dans la manif, d'ailleurs, c'est qu'il y a un moment, on met aussi notre corps, bah, toi qui es performeur, tu le sais, on utilise notre propre corps aussi à un moment et on le met en danger, enfin, en danger ou pas, mais on fait un peu et du coup, je sais pas, il y a des choses, voilà, on peut regarder à la télé sur les réfugiés, on peut en prendre plein de choses, on peut chercher sur internet, mais je sais pas, j'avais besoin, moi, ayant vécu certaines choses, d'aller me répondre à ces questions par moi-même peut-être. Et effectivement, le Venezuela, c'était. Ah, c'est vraiment par rapport à ce qu'on disait avant. C'est que j'ai fait le film sur la crise des réfugiés au Brésil en réponse à celui de la crise migratoire en Europe. C'est-à-dire que je voulais filmer une politique complètement différente d'accueil. Donc, voilà, c'était encore une fois une question parce que moi je me posais des questions. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que la politique d'accueil des réfugiés est la même partout dans le monde? Et en fait, j'ai découvert qu'au Brésil, il se passait quelque chose de complètement différent, donc j'ai voulu aller faire. Mais pour rejoindre l'idée du caillou de poésie, peut-être que ce qui était intéressant, j'ai eu la chance il n'y a pas très longtemps de projeter les 2 films l'un après l'autre. Alors c'est un peu lourd hein, à voir les deux affilés, mais c'était intéressant ce dialogue justement entre 2 choses, 2 continents, 2 histoires complètement différentes, mais en fait pas du tout différentes. Je pense en tant qu'artiste, du coup, le mieux, plutôt que de se dire je vais produire dans ce cadre-là, c'est justement aller s'inscrire dans un cadre militant ou de manifestation ou autre, de prendre des coups, sur le moment, on prend des coups quand on est dans ces cadres-là, d'incorporation de la part des personnes qu'on a en face, ou on parle plus directement des coups de matraque. Et en fait, prendre ces coups-là permet une restitution peut-être plus sensible ou plus sincère. En fait. Je pense que quand on a vécu les choses, on en parle différemment. Hein. Alors, que ce soit pas forcément physique, enfin pas forcément d'aller jusqu'à prendre des coups, mais effectivement, quand on vit les choses avec les gens, je pense que quand on est artiste, on parle pour quelqu'un, mais alors c'est pas que, enfin tu vois, on parle au nom de, enfin c'est Deleuze qui disait ça, je parle au nom de, et il disait par exemple, j'écris au nom de ceux qui savent pas écrire ou ceux qui savent pas lire, il disait ça, c'était vachement intéressant. C'est-à-dire qu'il écrit pas pour ceux, parce que s'il écrivait que pour ceux qui savaient lire, il écrit au nom de ceux qui ne savent pas écrire ou qui ne savent pas lire. Donc c'est intéressant parce qu'ils ne peuvent pas le lire. Il y a quelque chose comme ça aussi. Tu vois, je pense que quand on est artiste, en tout cas pour moi, je pense que si je le fais, c'est au nom de ceux qui. Parce que effectivement, j'ai la chance d'avoir les moyens de produire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc j'essaye aussi d'être respectueux aussi quand je retransmets la parole de quelqu'un, de ce qu'il veut dire. Bien sûr. Enfin, après, chacun son. Ouais, c'est en fait, quand tu dis que tu sais au nom de qui tu parles, en fait, est-ce que tu sais à qui tu parles, par rapport en fait, à des films qui sont des objets qui existent et qui sont des témoignages? Pour moi, une des grandes questions que je me pose, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces objets-là et comment tu les accompagnes? Parce que bon, tu as un film sur ton ordinateur, il est sur ton disque dur, et là tu parles de projection. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu racontes, et peut-être aussi Megan, Denis ou Erika, sur en fait, comment tu accompagnes ton travail et dans quelles occasions. Parce qu'en fait, là, c'en est une, par exemple.
de comment faire exister ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi ce que tu disais, Megan, au début, sur un truc. T'as pas parlé de dégoût, mais à un moment, un truc que tu peux plus faire. Et je pense que c'est autant la création des objets, mais c'est aussi si on fait des objets et qu'il n'y a aucun endroit qui nous correspond où les montrer ou les partager. C'est parce que le système. Bon, il y a l'école d'art, il y a les instituts, les lieux. En fait, quand on parle de lieux, dans quel lieu tu montres tes films, à quelles occasions tu partages ces images et ces témoignages, justement. Je pense que c'est une question vachement importante pour tout créateur, en fait, quel que soit le médium. Je pense que quel que soit le médium, il faut penser justement au lieu de démonstration, parce que c'est là où tu vas faire exister l'œuvre et où il va avoir une potentielle rencontre. Et pour mes films, à moi, c'est principalement dans des festivals humanitaires. C'est quoi un festival humanitaire? Là, par exemple, le dernier, il a été sélectionné par l'IOM, en français OIM, c'est la section dédiée aux migrations de l'ONU. Et donc, ils vont projeter le film dans plus de 100 pays, universités et cinéma, pendant 3 semaines, pour ouvrir le dialogue sur ce qui se passe, montrer dans le monde entier, ou alors Amnesty International en mars, je vais projeter ou alors d'autres festivals à New York. Et t'es là pour accompagner ton film? Quand je peux, ouais. Parce que sur certains festivals peuvent me défrayer, j'y vais, et c'est toujours important, je pense, aussi Je pense que c'est important que ce soit même dans le cinéma de fiction ailleurs, d'ailleurs, quand on a un réalisateur qui vient là présenter son film, qu'il y a un dialogue après, ça ouvre toujours une autre porte. Et je pense que ça va pour toutes les œuvres, tous les types d'œuvres. C'est là où elle travaille, je pense. Après, parce que ces films-là sont vraiment sur ce sujet-là, qui trouvent un public là-dedans principalement. Mais par exemple, là, celui qui est au Brésil, il va sortir, il va sortir en salle au cinéma au Brésil, parce que je pense que c'est quelque chose qui concerne principalement. Il sortira pas en salle en France comme ça. Mais là-bas, il va sortir en salle. Mais c'est. Est-ce que Mathieu, tu peux demander à Lucas en anglais où est-ce que son collectif il partage son travail? We actually had 2 opportunities to show our work to the public, and the second one was inside of a big theater in Curitiba, and it was an exhibition called Transáveis, which would be sexable. Translated in French. But and it was an exhibition about sexuality, and we created all the space, and it was a huge installation, and it was very peculiar because it was inside of theater, not like an exhibition space, but it was open to the public for free, and it was just like a glass door and people would get in from the space, and it was very, very interesting because there was not this statement of art gallery, so the public, they just end up there without knowing what was going on. So it was very interesting to relate with the public in this way, and not creating the statement of art place, perfect art place to be. And I think this relation with the public is very important because there is a need, emergency need to transform not the spectacle, the audience as only someone who just see it, but who can really participate and transform themselves inside of the work. So I'm really interested in those strategies to really embrace the spectacular, the spectator into the work. And so we choose we choose those kind of places where we can really embrace the public.
started the collective, we have 3 years since we started to think about, and we started with publications. So for the first year, we public and created many publications, and we saw the publication also as a material that is just go away. Everyone can have it and take it with you at your home. So it's really easy to spread among the people. And we went to many fairs, like book fairs in all Brazil. It was more than 12, and in a year. So it's very, I think, democratic also strategy to share with people. And some of the other works is mostly related to playground, like playground. We created many works that were, I don't know what to say in English, but it's that playground, which is not toboggan. No. Like there's 2 people sit here and balançoire. Yes, and we related this as a work of communication, and it was written horizontal. So we understood how can you create a communication with someone horizontally, and so this is, for example, one of the works that have this idea of democratic conversation with the public also. Just one question, this balançoire. Was it in really playgrounds, or is this a piece that is in? No, people can But is it in? No, it's with us, but we put it in many places. Okay. Yes. J'avais une question pour Denis, qui rejoint un peu celle-là. En fait, tu as écrit une thèse, et en fait, c'est un objet qui est. Quelle est la différence? Moi, je comprends pas comment on diffuse une thèse, en fait, qui la lit, et en fait, parce que là, dans ta parole, dans ce que tu as évoqué sur cette thèse, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui me touche beaucoup. Et en fait, je crois que j'ai pas accès aux thèses de philosophie. En fait, est-ce que c'est une question que tu travailles, en fait, de comment diffuser ce sur quoi tu travailles, parce que il faut qu'on ait accès à ça, en fait, je pense. Oui, merci. C'est une question que je me pose aussi. Moi, ma thèse, elle a été publiée, mais elle a été publiée chez l'Harmattan. L'Harmattan, c'est un éditeur qui est répandu, mais il ne fait pas de distribution. Donc, effectivement, elle n'est pas connue. Après, moi, je ne fais pas ce travail-là, parce que, vous voyez, à Besançon, j'ai fait une fois le tour des librairies, et le seul endroit où on a accepté que je la présente, c'est l'Autodidacte. Et l'Autodidacte, c'est la librairie tendance libertaire anarchiste. Bon. Les autres, on m'a dit, on a répondu, vous n'êtes pas connu, ça ne va pas se vendre. Bon, mais moi, ça ne s'est pas resté comme quelque chose dont j'en reste frustré, mais c'est une vraie question. Moi, je le vois, que dire. Je pense que pour moi, la philosophie, d'abord, l'essentiel de mon activité actuellement, il est dans l'enseignement. Alors, je trouve une issue sur le terrain des cours. Donc, je ne suis pas frustré, mais après, pour la diffusion. Après, je pensais plus qu'à la diffusion de la thèse comme objet premier, je pensais à comment on la transforme. Comment on la transforme voilà, et on parle de vulgarisation, en acte. mais en acte, non, ou alors en parole, ou en moment de partage, ou en cours, dans l'enseignement, je sais pas. De toute façon, c'est forcément présent. Moi, je le vois, pour moi, la philosophie, il y a une partie conceptuelle et abstraite, mais pour moi, ça part toujours de la vie, en fait. Donc, en fait, moi, elle m'est utile sur le plan micrologique, je dirais, à essayer de voir des mécanismes pour m'être utile à débloquer des choses, par exemple, et agir. Alors après, le partager, ça c'est une question. Moi, évidemment, je ne peux pas développer cette philosophie en salle de lycée parce qu'on reste dans un programme obligatoire. Mais
je dirais, moi, dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, il y a une chose à laquelle je pense, c'est qu'en fait, vous parlez des mécanismes de domination, et puis tu disais quels sont les lieux où en fait on peut donner à voir, voilà. Et j'ai l'impression, alors dites-moi, peut-être que je me trompe, hein, que dans cette période, on assiste d'un côté, c'est vrai, une période très répressive. En France, il me semble qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Par exemple, la période sarkozyste, c'est clair, il y a eu le nassage policier, c'est Sarkozy qui l'a créé. C'est-à-dire on enferme des groupes de personnes, on crée des situations anxiogènes, des débordements, puis après on en profite pour réprimer encore plus. Mais pour moi, ça c'est un modèle, si vous voulez, psychologique du mécanisme de domination. Parce que la domination, c'est toujours une manière d'enfermer quelqu'un ou un groupe de personnes pour l'étouffer. Et moi, par la philosophie, c'est ça qui m'intéresse de travailler, et puis après éventuellement de le partager. Mais ce que je crois, c'est que d'une certaine manière, qu'on soit militant, professeur, peu importe ce qu'on fasse, on recherche la vie, quoi. Ce que nous a appris ce que nous ont, à mon avis, une des choses que je retiens des Gilets jaunes, c'est que on a vu que les manifestations étaient là, pas exclusivement pour militer, mais juste pour être ensemble, le plaisir d'être ensemble, d'agir, de construire. Et je pense que le système capitaliste, c'est pas un système qui construit, c'est un système qui détruit. Et que quand on a compris ça, la crise, pour moi, c'est quelque chose de morbide. Le pouvoir est triste, c'est ce que disait Deleuze, hein, le pouvoir est triste par définition. Les gens qui gouvernent sont tristes. Regardez leurs costumes, leur tête, leur visage, il faut analyser les visages à la télé. Et alors, je pense que l'art, c'est ce qui introduit la couleur dans la vie. Et alors les espaces, à mon avis, ils naissent, ils arrivent. Quand vous avez fait le vernissage, j'ai pas pu venir parce que j'étais à un petit festival qui s'appelle les Résistives à Crotenay dans le Jura. Ben, il y a un autre type de personnes qui est là-bas. C'est des gens plutôt du milieu paysan, mais c'est des citoyens. Ils ont bloqué à Poligny, à côté, ils ont bloqué un projet de Center Park. Ils m'ont empêché. Et à mon avis, je vois que ça, le local et la vie, on recherche la vie à condition que ce soit pas la vie individuelle, c'est la vie collective. Mais c'est en ça que je crois. Alors après, je sais pas si je réponds bien. Moi la vie, je la fais vivre en cours, quoi. Après, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de réagir? Ouais, moi je voudrais juste rebondir sur cette question de la médiation du travail, parce que c'est ça dont tu parles, c'est comment on produit et après on va faire la médiation. Moi je m'interroge beaucoup sur cette question parce que je suis moi-même pris dans ces questions, puisque je produis. Moi je produis des affiches, peut-être ça c'est un support qui se diffuse peut-être plus, ou bon, une affiche se diffuse bien sur Instagram, des choses comme ça, qui sont des réseaux largement partagé par tout un tas de générations très différentes. Néanmoins, j'ai l'impression que la médiation devient une espèce de nouvelles conditions de possibilité de la légitimité artistique. C'est une phrase très longue, mais grosso modo, pour résumer, ça serait de dire si je fais pas la médiation, ça veut dire que finalement je suis un artiste qui va pas à la rencontre. Bon. Moi, au début, j'y croyais. J'y crois encore à cette question, mais j'ai envie de la prendre autrement. Moi, je me dis, en fait, est-ce que la médiation est le seul moyen de la rencontre avec une production artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit du théâtre, de la musique, parce que là, on parle d'art plastique, ou moi, je peux parler de graphisme, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Attends, je suis allé voir une pièce de théâtre, pourtant, je suis bac plus 5, j'étais largué, parce qu'il me manquait des codes, etc. Je suis même pas sûr que si j'avais eu la médiation de ça, j'aurais été touché. Moi, il y a une autre question, du coup, une autre manière d'appréhender cette question-là qui va plutôt, du coup, vers vous. Je me dis, est-ce que finalement, cet état de dépression généralisée n'est pas un état qui a supprimé toute forme de sensibilité, en fait? C'est-à-dire que la plupart je pense, du public est peut-être pas perd une forme de sensibilité parce que on est, comment dire, pressé, oppressé, en dépression. Et dans ces états-là, je pense qu'on perd une forme de sensibilité. Et j'ai bien peur que même avec énormément d'efforts de médiation, la rencontre n'ait pas lieu. Parce que ce dont il est question dans la médiation, c'est la rencontre, en fait. C'est la rencontre avec une démarche.
je pense aussi qu'il y a des artistes qui ne sont pas capables de faire ce travail-là. Parce que déjà, produire, se lever le matin et se dire je prends un pinceau, je prends un burin, je sais pas quoi, c'est déjà un travail énorme. Et du coup, dans ces questions-là, moi j'ai peur qu'il y ait une forme de sentence, dire si tu ne trouves pas les moyens de partager ce travail, ou les mots, ou les conditions de possibilité de la médiation, ben, c'est que t'es pas. C'est que tu vas pas jusqu'au bout. Ouais, et du coup, je suis vachement déstabilisé par la manière dont tu poses la question. Ouais. Parce que, par exemple, excuse-moi, Denis. Denis, voilà, il fait un travail, il peut très bien dire je le mets en licence libre, je le mets sur internet, il est à disposition. Il y a d'ailleurs une maison d'édition qui s'appelle Alia qui s'occupe d'éditer des textes qui sont libres de droit, qui ne sont pas édités, peu édités parce qu'ils ne sont pas intéressants. Et en plus de ça, ils ont une espèce de politique de dire ces livres-là ne bougent pas, ont un plafond de budget, c'est 4 €, 5 €, et on peut y aller, et voilà, on reste à ce tarif-là. Donc, voilà, Denis s'en occupe pas, mais il y a d'autres personnes qui s'en occupent. Et quand tu disais aussi des lieux démocratiques, des manières démocratiques, non, c'est peut-être Mathieu ou Erika, mais enfin ça se rejoint finalement. Dans quelles conditions on est, est-ce que ces conditions-là de réception des œuvres de démonstration du travail sont démocratiques? Je me dis, c'est probablement parce qu'il y a des lieux où il y a une démocratie du sensible, enfin, je sais comment ça s'appelle, le partage du sensible. Qui a écrit le bouquin déjà? Pardon? Rancière. Voilà, Rancière. Je pense qu'on est là en fait, c'est-à-dire la manière dont on structure les pratiques artistiques, la manière d'en parler, la manière de les documenter, les émissions qu'on fait à la radio sur tel ou tel, c'est là-dedans que se structure la démocratisation du sensible, le partage du sensible. Et replacer et confier juste cette question à l'artiste, pour moi c'est peut-être un danger, quoi. Ouais, comme si tout reposait sur ses épaules. Non, c'est intéressant parce que ma question, elle est située par rapport à des questions que je me pose et j'espère ne pas être culpabilisante en demandant comment on partage son travail. Et je pense que ça répond aussi à... j'ai passé 5 ans dans une école d'art à Strasbourg et tout à l'heure, Fabien, tu parlais des artistes qui ont une responsabilité. C'est une manière que peut-être plusieurs d'entre nous partageons, mais il y a beaucoup de personnes qui ne se la posent pas, cette question. Et je pense que c'est justement, en fait, c'est en réaction au nombre d'artistes ou d'étudiants en école d'art ou de personnes qui produisent des objets sans se poser ces questions-là que j'ai envie qu'on réponde. Mais la réponse, elle ne vient pas de soi. Quand là, il y a des personnes qui sont venues, qui ont apporté des pièces et qui ont confié leurs pièces en fait, à des personnes qui assument la médiation, l'accueil et la création de textes. Et qui sont venus, qui ont déposé un objet et qui sont repartis. Et voilà, et comme tu disais, ils se sont levés, ils ont fait tout ce travail, et pour eux, ça s'arrête là. Et je ne considère pas du tout qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout. Et c'est vrai que par rapport à mon travail, que je veux proposer, partager tout à l'heure, effectivement, je pense que je ne vais pas jusqu'au bout. Je ne sais pas quel est le bout, mais en tout cas, c'est... une des réponses que j'ai dans mon travail personnel, c'est d'aller jusqu'à cet endroit-là, d'accompagner mon travail physiquement comme certaines personnes. Mais je sais pas, je crois que tu voulais réagir aussi. En fait, je rejoins Guillaume et Denis. Moi, j'ai mon interrogation de recherche quand moi-même j'étais en école d'art, c'était justement quelle indépendance on a le droit de laisser aussi à notre travail. On produit des objets déjà, et je crois, peut-être que c'est un discours arrogant, mais j'ai tendance à penser que si on le fait avec la sincérité dont on peut disposer, si on le fait avec honnêteté, humilité, des valeurs qu'on n'a plus le droit de parler, j'en sais rien, mais qu'on a peut-être le droit de laisser ensuite notre travail à quelqu'un d'autre. J'apprécie le fait que Mathieu et Claude aient fait un travail de commissariat, qui est uniquement une sélection d'œuvres, qui est aussi une manière de organiser un espace, de les faire réagir les uns aux autres. Une œuvre, c'est pas uniquement le produit et la création d'un artiste, c'est quand même aussi la manière dont elle va être réinterprétée, lue. J'ai envie de pouvoir réfléchir à la diffusion des œuvres, mais pas de miennes, par exemple. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a entrepris ce travail-là avec le collectif E. Et j'ai plutôt tendance à vouloir laisser le plus possible mon travail à la charge d'autres personnes. Mais parce que tu as confiance, alors il y a une grosse demande de confiance, parce que tu peux pas montrer ton travail n'importe où. Bien sûr. Mais justement, je pense que c'est... Précisément, j'ai sa sincérité. Précisément, si je crois à ma sincérité dans ce que je fais, enfin j'essaye, et donc je crois aussi à la sincérité des gens qui vont le prendre en charge. Oui, voilà. Avec une confiance à qui tu... et où tu le montres. Oui, juste une remarque, puis je pense aussi que ça dépend
toujours du parcours, du contexte et du milieu social dans lequel on est, où on est né. Moi, personnellement, quand on m'a proposé l'Harmattan, c'était une joie peut-être naïve, puis je l'assume, je suis très content, mais je suis pas né dans un milieu où j'avais un réseau intellectuel, etc. J'avais fait une thèse qui apparemment était bonne, et on m'a proposé l'éditeur, et voilà. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, en fait. Il y a tellement une grande précarité maintenant, que ce soit chez les artistes, chez les jeunes chercheurs. Justement, au Festival des Résistives, il y avait une jeune socio-anthropologue qui racontait quasiment le même parcours que le mien, qui est maintenant dans le... Vous connaissez les conférences gesticulées de l'éducation populaire, mais pareil, elle a fait apparemment une thèse très intéressante sur la mesure du temps dans l'industrie horlogère à Besançon, avec une critique, on va dire, de la tendance marxiste, mais... Voyez. Alors il y a aussi toujours dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, le contexte social dans lequel on est, où on est né, qui fait que parfois, oui, on accepte des choses. Peut-être que moi, on me proposerait aujourd'hui un éditeur, maintenant que j'ai un peu plus de bouteilles, ou j'en chercherais un meilleur, entre guillemets. Puis encore, je critique pas l'Harmattan, parce qu'il y a aussi des symboliques. Je classais pas du tout. Oui, non, mais voilà. Ouais. Mais du coup, ça fait dire une chose, ça me fait réfléchir, ça peut nous faire réfléchir à une chose importante, c'est toujours que souvent, quand on est jeune, quand on n'est pas dans un milieu informé, entre guillemets, il y a tout un travail d'information qui doit être fait pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, les choses. Alors, tu as raison, Thomas, ce que vous faites ici, il faut le saluer, c'est super, ça fait partie des lieux où il peut se créer des choses, quoi. C'est une des bases sur la précarité dont tu parles, Oui. C'est pour les jeunes artistes. Je pense que quasiment tous les jeunes artistes sont obligés de passer par cette phase où on fait nous-mêmes la médiation parce qu'on n'a personne pour la faire. C'est-à-dire qu'un cinéaste connu, je prends l'exemple du cinéma, mais il n'aura pas besoin de la faire lui-même, sa critique, puisqu'il aura des journaux pour ça, il aura des critiques, il aura des analystes. C'est le cas, je pense, aussi dans l'art contemporain, j'imagine. C'est-à-dire que d'autres gens vont se charger de faire la médiation et l'analyse en fait à la place de l'artiste. Mais quand on commence, on n'a pas de galerie. Déjà, il n'y a pas beaucoup de galeries. Ça, c'est pour ça que c'est génial qu'il y ait Feu aujourd'hui, ici à Besançon, parce qu'on a rien d'autre. Et que c'est peut-être de là que ça vient aussi. Une galerie qui n'est pas tournée vers un marché. Est-ce qu'il faut des galeries? Tout à l'heure, on disait le monde de l'art. Je pense qu'il y a plusieurs mondes de l'art déjà. La galerie, c'est un lieu de monstration qui correspond certainement à un modèle social, où on peut retrouver différents modèles sociaux dedans. Mais je pense qu'il y a d'autres lieux de monstration qu'on peut créer, inventer sans arrêt. Et puis, en fonction de notre production, je pense qu'effectivement, on a différents publics. Mais en tout cas, la galerie peut être une première réponse. Et en fonction du commissariat d'exposition, je pense que là, la prochaine exposition, je ne sais pas quel sera le thème, entre guillemets, au sujet, mais ça sera peut-être complètement différent. Et ça sera très simple. Martin, tu vas me raconter la prochaine expo? Non, oui, le pot vient d'arriver, il est trempé. Puis gardons un peu de surprise. Et puis de toute façon, là, on va arriver au bout bientôt. Je ne sais pas si les gens ont des questions peut-être à poser à telle personne, ou si vous voulez rajouter quelque chose. C'est toujours un bon. J'ai hésité évidemment à parler, puisque comme chacun sait ici, un certain nombre d'entre nous, j'ai des relations affectives fortes avec certains, que j'ai accompagnés, bon an, mal an, dans cette fameuse école qu'est l'ISBA. Et ça, normalement, un bon philosophe, je suis l'auteur, puisque cette relation intersubjective est de nature peut-être à brouiller le message. Je vais le faire quand même, en disant que vous avez posé une question terrible, pour moi absolument terrifiante, et en même temps que vous illustrez une réponse possible. Et je ne crois pas que c'est une figure de rhétorique, pirouette, fin de partie. Voilà, la question que vous posez est terrible, c'est ou bien l'art, ou bien l'acte, ou bien l'engagement, ou bien l'art, comme si là, c'est une espèce d'activité parasitaire, à rien bourgeoise, et somme toute, fondamentalement étrangère à l'action politique, à la capacité qu'on a de désaliéner ou de sortir de la crise. Cette situation, je la comprends, évidemment. Moi, je ne suis pas artiste, mais je suis écrivain. Et parfois, effectivement, on se demande à quoi bon. Alors, je vous assure que quand on écrit de la philosophie, on demande vraiment à quoi bon, étant donné le glorieux tirage dont on bénéficie, ou l'audience de la philosophie. Pour la plupart des gens, la philosophie, c'est du chemin de frère,
et Éric Zemmour. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité de la francophonie. Ça, c'est la philosophie. C'est les figures de la philosophie. Quand je parle de Foucault, de Deleuze, de mes maîtres, peut-être, j'ai toujours de l'émotion de rappeler leur enseignement, parce que je viens tout de suite. On se heurte à une immense crasse, une espèce de vulgate, c'est les pensées en 68, enfin bref, qui me renvoie à ma génération, faite de chiffres de révolution, et puis voilà. Bon. Donc on est quand même dans une situation que, certes, je ne partage pas, je ne suis pas plasticien, je ne crée rien de la même manière que vous, en tout cas, je ne suis pas peintre, etc. Je me contente d'écrire, mais je me pose aussi parfois cette question de l'à quoi bon. Mais il y a une vieille chose qui me revient en mémoire, qu'un de mes maîtres, et Foucault, nous disait toujours. Quand la société autoritaire, la société disciplinaire se mue en société du contrôle, elle a pour effet d'enlever la police de devant toi et de te la mettre dans la conscience. En gros, de devenir virale. Ce qui fait d'ailleurs que la crise des Gilets jaunes est positive. C'est une bêtise de la part de la société de contrôle. C'est qu'elle est encore un peu trop disciplinaire. Normalement, on aurait dû régler ça par télé-réalité. C'est comme à la touche. C'est un échec pour elle d'être brutale à l'évidence. D'ailleurs, regardez le mal, y compris jusqu'à nier l'existence. Un mec qui arrive avec un œil en moins, non, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Quand même, enfin, on a frilé parfois le ridicule là-dessus. C'est un échec de cette société qui, normalement, s'avance avec d'autant plus d'efficacité qu'elle intègre l'oppression chez chacun d'entre nous. Et c'est là que je pose une question. La décision d'arrêter de créer, même temporaire, faudrait peut-être, et encore une fois, c'est pas une position de donneur de leçons, ce serait tout à fait déplacé. Aujourd'hui, toujours dans ma fonction et dans ma position, c'est pas de ça dont on parle. Mais je vous invite à réfléchir quand même, comme mon ancien maître le disait, faisons attention que cet empêchement à écrire, puisque nous on parle d'écriture, ne soit pas la forme ultime de la censure. On n'a plus besoin de te censurer ou de vous interdire à montrer vos films ou à vous les exposer, on va vous interdire d'en faire. Non pas avec un flic devant vous, quel que soit ce flic, mais avec quelque chose qui va naître apparemment de vous, mais qui ne viendra pas de vous, qui ne sera pas votre décision, qui sera la décision d'une société du contrôle, ultime mutation de la société disciplinaire et oppressive. Et donc c'est la raison pour laquelle j'en viens à la deuxième partie de cette trop longue intervention. Vous posez une question qui m'a terrifié, parce que quelque part, quand vous me dites « j'ai décidé d'arrêter », je vois aussi la figure du censeur, mais en même temps, je me console, parce que ce que j'entends là et ce que je vois là, c'est précisément la manière de s'en sortir. La manière de s'en sortir, c'est ce collectif éphémère, long, etc. C'est l'exemple qui vient de Finlande, c'est l'exemple de Feu, c'est le fait qu'on est assez cinglé pour être un bon nombre ici à se déplacer pour écouter des paroles pareilles. Évidemment, on est très loin de l'audience d'une télé-réalité, ça tout le monde l'a compris, on n'est pas 15 millions, ce qui est à peu près le moyen, il faut savoir. Télé-réalité, c'est 15 millions d'auditeurs. Vous voyez, comptons-nous. Donc c'est à la fois déprimant, et en même temps pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que les gens qui regardent la télé-réalité, je dis la télé-réalité parce que ça me paraît dans le summum de la société du contrôle. À l'évidence, ils n'ont pas choisi. C'est pas un choix délibéré, ce qui n'est pas tout à fait notre cas, ce qui n'est pas tout à fait, je crois, votre cas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis à la fois terrifié et optimiste. Terrifié parce que je vois que ce que mon ancien maître disait est en train de se réaliser. La mutation en société du contrôle arrive, et elle va jusqu'à empêcher un artiste, et qui plus est brillant, de créer en disant non, si tu t'engages, tu ne crées plus. Ce qui veut dire que c'est donc un peu intemporel la création quand même. Même seul, même dans son coin, même cette idée que vous fassiez des choses tout seul, même si vous n'êtes pas demain au Palais de Tokyo ou dans je ne sais quelle frappe. Voilà, c'est emmerdant pour la société du contrôle, ça. Le fait que vous soyez seul un matin en vous levant, et qui plus est en groupe, et créer quelque chose, c'est quand même un vrai poil à gratter, et à mon avis beaucoup plus, mais
l'essence là, vous avez compris ce que je voulais dire, il y a une ambiguïté sur la liberté d'arrêter. Est-ce que c'est la liberté rimbaldienne, la liberté de dire je continue là par d'autres moyens, faire un ordre, ou est-ce que c'est la mutation de la censure dans cette mutation politique de l'oppression? Et deuxièmement, en même temps, il y a de l'espoir parce que vous êtes là, et un vieil homme comme moi est bien heureux de voir que ça continue.